Bonjour Philippe Lemonceau, je vous laisse vous présenter. Bonjour Thibault. Donc effectivement, je m'appelle Philippe Lemonceau, je suis vice-président Dijon Métropole en charge de la transition alimentaire. Ok. Quel a été votre parcours scolaire? Alors parcours scolaire, j'ai fait une école d'ingénieur, une école d'ingénieur en horticulture. Ok. J'avais fait la spécialisation arboriculture fruitière. Mhm. Et puis après, j'ai commencé à travailler comme enseignant puisque j'étais ce qu'on appelle élève ingénieur fonctionnaire. Donc je devais 7 ans à l'État et tout en travaillant, en étant ce qu'on appelait à l'époque chef de travaux à l'école d'horticulture où j'avais fait mes études. J'enseignais les productions légumières et je faisais des recherches en production légumière. Et pendant cette période-là, j'ai préparé, tout en travaillant, un DEA, diplôme d'études approfondies, en écologie microbienne. Ensuite, j'ai préparé une thèse en écologie microbienne toujours. Et j'ai passé le concours pour entrer à INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique et de l'environnement, à Dijon. Et je suis donc venu à Dijon. Et c'est comme ça que ce parcours m'a conduit ici. Pensez-vous que l'on peut avoir une crise alimentaire à l'avenir? Ah, une crise alimentaire, la crise alimentaire, elle existe déjà. La crise alimentaire, si on se place aussi au niveau mondial, il y a une grande proportion d'habitants sur cette terre qui ne mangent pas à leur faim. Où il y a encore une plus grande proportion d'habitants qui n'ont pas une alimentation suffisamment équilibrée. La crise alimentaire, elle est aussi sur des aspects qui sont relatifs au déséquilibre nutritif, y compris dans les pays industrialisés, avec les problèmes d'obésité en particulier. Mais la crise alimentaire, on est interpellé par cette crise alimentaire de façon beaucoup plus proche de nous maintenant, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, où on se rend compte de notre dépendance alimentaire et donc de la vulnérabilité de nos systèmes alimentaires. Oui, l'alimentation, c'est jamais quelque chose qui est gagné. D'accord. Comment peut-on augmenter l'approvisionnement local? Alors, justement, dans le prolongement de la réponse précédente, à partir du moment où on est dans une situation où on voit bien la vulnérabilité, et bien avant même cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y avait un souhait très largement partagé par les citoyens d'avoir une alimentation plus locale. Et ça, c'était lié essentiellement à la crainte de la globalisation, à des scandales alimentaires qu'il y a pu y avoir dans le passé et qui ont fait que finalement beaucoup de gens ont besoin d'avoir une nouvelle confiance dans l'alimentation avec les producteurs locaux. Et dans ce projet de transition alimentaire, dans cette politique de transition alimentaire que je porte pour la métropole, un des enjeux majeurs, c'est d'augmenter l'approvisionnement local, à la fois pour les citoyens consommateurs, mais également pour l'économie locale. Si on mange local, on promeut l'activité locale. D'accord. Est-ce que cela permet d'améliorer les relations entre l'urbain et le rural? Alors, bien évidemment que si on parle de production locale, la production, elle se fait essentiellement en milieu rural. C'est clair que sur Dijon Métropole, on a des communes rurales et donc on a une production au sein de la métropole, mais les besoins de la ville de Dijon vont bien au-delà du cercle d'approvisionnement uniquement limité à la métropole. Par exemple, si on veut de l'approvisionnement local en viande de bœuf, on va aller par exemple dans l'Aussois. Et ce que je dis souvent dans ce contexte-là, c'est que
on est forcément dans une politique gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le rural a besoin de l'urbain parce que l'urbain, c'est là où il y a le site essentiel de consommation. Et réciproquement, l'urbain a besoin du rural, puisque c'est dans les zones rurales que se fait la production essentiellement. Et donc, une fois que ça s'est établi, on comprend bien qu'on est dans une logique gagnant-gagnant, où une politique équilibrée fait que eh bien, on est sur des bénéfices réciproques. Et ça, pour nous, c'est ce que l'on appelle l'Alliance des territoires. Et l'Alliance des territoires, c'est un vrai enjeu de la politique de transition alimentaire que nous conduisons ici à Dijon Métropole. D'accord. Comment mettre en place le projet Terre nourricière sur Dijon Métropole? Alors, le projet Terre nourricière, on peut peut-être rappeler pour nos auditeurs, le projet Terre nourricière, c'est favoriser et trouver le cadre juridique et financier pour permettre l'installation de nouveaux producteurs ou la reconversion de producteurs vers des modes de production respectueux de l'environnement, utilisant peu d'intrants, c'est-à-dire du bio et de l'agroécologie. Comment est-ce qu'on peut trouver les moyens de ces installations, y compris pour des jeunes comme toi, Thibaut, qui suivent une formation à Quetigny, qui ne sont pas nécessairement issus du milieu rural, mais qui sont pleins de bonnes intentions et qui ont des projets intéressants, mais qui n'ont pas nécessairement le patrimoine pour l'installation. Donc comment est-ce qu'on fait pour ces producteurs? Ça, c'est l'enjeu du projet Terre nourricière. Projet Terre nourricière qui s'articule aussi avec le projet de légumerie que porte la métropole qui va ouvrir en 2023. C'est-à-dire que la production de ces producteurs permettra entre autres d'alimenter la légumerie et cette légumerie permettra d'alimenter en particulier la restauration collective, mais également pour les enfants de la ville, mais également on espère, et c'est là-dessus qu'on travaille sur d'autres structures de restauration collective comme le CHU, le Crous, les discussions sont en cours, les restaurateurs de Dijon et l'aide alimentaire. Ok. Pensez-vous que le maraîchage urbain est-il une bonne solution? Alors, une bonne solution, en fait, de façon plus générale, c'est ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, donc une production vivrière qui est persillée, si on peut prendre une expression dijonnaise, sur le tissu urbain. Dans la politique de transition alimentaire conduite par la métropole, on a effectivement plusieurs sites d'agriculture urbaine et nous souhaitons effectivement que cette agriculture urbaine fasse partie entière de cette politique de transition alimentaire. On a déjà des très bels exemples d'agriculture urbaine. Il y a par exemple le potager des Ducs, où il y a un maraîcher bio qui produit des légumes bio, qui approvisionne des restaurateurs. Mais on a également des projets d'agriculture urbaine qui sont des projets citoyens. Vous avez peut-être pu voir, tu as peut-être pu voir Thibaut récemment, il y a 2 jours je pense, dans le bien public, une page complète sur le projet Ramification, suite à l'appel d'offres Quartier Fertile de l'Agence nationale de la restauration urbaine, où les citoyens, avec une maison de quartier, la maison phare, s'emparent de la possibilité, avec les citoyens de la Fontaine-Douche, de cultiver des terres, de faire des légumes, de faire pousser des légumes, de les cultiver ensemble, de les manger ensemble, lorsqu'il y a du surplus, de faire
des conserves ensemble. Et là, il y a une dynamique de quartier et ça revient au fait que pour nous, cette transition alimentaire, elle est bien pour tous, elle doit être partagée par tous et par toutes. Et l'agriculture urbaine, effectivement, y contribue. D'accord. Comment pourrez-vous mettre les citoyens au cœur de la transition alimentaire? Alors, les questions s'articulent très bien, s'enchaînent très bien. On pourrait presque penser qu'on les a préparées ensemble avant. Quand je prends l'exemple de la fontaine douche avec la maison phare, on est bien sur un projet citoyen, c'est-à-dire, tu sais peut-être Thibaut que la ville de Dijon s'investit beaucoup sur une approche participation citoyenne avec des ateliers de quartier en particulier. Et l'alimentation, elle est au cœur de cette participation citoyenne. Pourquoi? Parce que l'alimentation, c'est un besoin vital. On a tous besoin de manger. Ce que l'on mange, ça contribue à notre santé. Ce que l'on mange, ça contribue à la qualité de l'environnement. Et cette implication citoyenne, elle est essentielle pour que les citoyens deviennent acteurs de leur alimentation. C'est-à-dire qu'avec leurs demandes, avec leurs actes de consommation, on fasse évoluer en retour les modes de production, les modes de transformation et les modes de distribution. Et pour nous, c'est un enjeu essentiel. Cette implication citoyenne, elle passe pour nous à travers ce que l'on appelle un Living Lab, qui sera localisé au sein de la Cité internationale de la gastronomie et de la vigne et du vin, qui va être inaugurée très prochainement. Mais également, ce Living Lab va avoir des relais dans les quartiers, et en particulier dans la fontaine douche, où évidemment, on ne parle pas de l'alimentation de la même manière à la CIGV ou dans les quartiers, et les deux approches sont complémentaires, et cette implication citoyenne, pour nous, est particulièrement importante. On aura l'occasion, même au niveau de Dijon, d'avoir des débats citoyens sur la réduction de l'usage de pesticides, sur la transition alimentaire. Si vous continuez de suivre le site internet de la métropole, vous en aurez des informations dans les semaines à venir. Ok. Quel était au départ le projet TIGA? Quel était le projet TIGA? Alors, l'origine du projet TIGA, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, déjà peut-être pour nos téléspectateurs, TIGA, ça veut dire quoi? Ça veut dire territoire d'innovation de grande ambition, qui est devenu maintenant territoire d'innovation. On est toujours dans des grandes ambitions, mais le sigle a changé. Il s'agissait d'un appel d'offres de l'État dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, ce qu'on appelle le PIA 3. Et il y a eu un appel d'offres national sur lequel la ville de Dijon a candidaté, la Dijon Métropole a candidaté. Nous avons été lauréats. Ce projet TIGA, il est sur 10 ans, puisqu'il s'appelle Dijon Alimentation Durable 2030. Et il a vocation à démontrer sur notre territoire que la transition alimentaire, elle est possible, qu'elle est bonne pour l'environnement, on s'en doute un petit peu, mais qu'elle est bonne également pour l'économie locale et qu'elle est bonne pour la cohésion sociale. Une fois qu'on a dit ça, pour réaliser cette ambition, on embarque des acteurs économiques locaux, des acteurs territoriaux, la métropole bien évidemment, mais également la région Bourgogne-Franche-Comté en particulier, et des acteurs sociaux, en particulier impliqués dans l'aide alimentaire, mais pas que, dans l'éveil au goût, et puis des acteurs académiques. Et en fait, on a une articulation importante entre la recherche et l'action. Et pourquoi des partenaires privés sont prêts à investir
dans ce programme. Pourquoi des acteurs investissent déjà dans ce programme? Parce que Dijon sera le territoire de démonstration des innovations que l'on peut mettre en œuvre pour cette transition alimentaire. Et pour les investisseurs, notre territoire représente un terrain de jeu où ils peuvent tester un certain nombre d'innovations, voir leur réalisme, leur faisabilité grandeur nature, pour pouvoir ensuite les appliquer sur d'autres territoires et donc du coup d'avoir un retour sur investissement. C'est un projet ambitieux, c'est un projet qui mobilise pleinement la métropole et on aura l'occasion prochainement de lancer également officiellement cette politique de transition alimentaire pour en informer globalement tous les Dijonnais, tous les Dijonnaises et tous les habitants de notre métropole. D'accord. Est-ce que ce projet il peut être durable? Alors, forcément que le projet est durable d'une certaine manière, ne serait-ce que par son titre, hein, puisqu'il s'appelle Dijon Alimentation Durable 2030. Et 2030, ça dure, on s'inscrit dans la durée bien évidemment, puisque c'est 10 ans. Et c'est peut-être important justement, à travers ta question Thibaut, de rappeler que la durabilité, elle a encore à nouveau 3 paramètres. On parle souvent de la durabilité environnementale, mais pour être durable, un projet qui s'inscrit donc nécessairement dans le temps doit également être durable pour les acteurs économiques, pour faire en sorte que ces acteurs aussi y trouvent leur compte, que l'économie locale y trouve son compte, et que les citoyens y trouvent leur compte, et que c'est pourquoi cette logique de cohésion sociale, c'est-à-dire de dire que cette transition alimentaire, elle est pour tous et pour toutes, quels que soient les revenus, quel que soit l'âge, quelle que soit la santé et quelle que soit la capacité, est absolument essentielle dans la politique que nous mettons en œuvre à Dijon, qui s'appuie sur la transition écologique, mais une transition écologique au profit et au bénéfice de tous et de toutes. Ok, parfait. Bah merci beaucoup. Merci Thibaut. Et on peut retrouver ça où du coup? Pardon? Le site. C'est quoi le nom du site? Merci Thibaut. Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés cet après-midi. Si vous voulez plus d'informations sur les points qui ont été abordés, vous pouvez consulter le site internet de Dijon Métropole ou me contacter directement sur mon adresse mail. À bientôt.